Vendredi 8 novembre 2024, nouvelle édition de la revue de presse grand format, votre magazine d'information et de débat sur l'Intelligente TV qui décrypte pour vous les sujets dominants de l'actualité nationale et internationale de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire de cette émission, 3 sujets intéressants. La révision de la liste électorale, dont la prolongation est demandée par le PDCI et le PPACI à l'effet de garantir une participation massive des Ivoiriens. Ces Ivoiriens, justement, dont certains qui sont militants du FPI, le Front populaire ivoirien, sont mobilisés depuis ce vendredi matin pour le 5e congrès ordinaire du parti à Yamoussoukro, et de Yamoussoukro, nous ferons un tour aux États-Unis d'Amérique pour analyser la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle du 5 novembre dernier. Pour décortiquer tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Traoré Sidney Sidiki. Il est inspecteur, auditeur et diplômé en journalisme. Monsieur Traoré, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons aussi sur ce plateau Monsieur Renaud Aké, il est fondateur de Debout Citoyen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes acteur de la société civile. Merci à tous les deux, messieurs, d'avoir honoré notre invitation, d'être venus ici pour que nous puissions ensemble décortiquer les sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. On commence tout de suite avec le premier sujet qui est relatif à la révision de la liste électorale. Démarré le 19 octobre dernier, la révision de la liste électorale est prévue s'achever officiellement le 10 novembre 2024, c'est-à-dire après-demain dimanche. Le PDCI et le PPACI, je l'ai dit à l'entame de cette émission, demandent à la commission électorale indépendante de prolonger le délai de l'opération en raison des difficultés qu'ils disent avoir constatées et qui n'ont pas permis une participation massive des populations. Il s'agit notamment du manque de clarté au sujet des documents à fournir pour se faire enrôler, la difficulté d'accès aux documents de recensement, en particulier le certificat de nationalité. Alors, Monsieur Traoré, on commence ce premier sujet avec vous. Quel commentaire vous inspire cette requête formulée par le PDCI et le PPACI? Je vous vois déjà en train de sourire. Pourquoi? Absolument, parce que là... on a vu une opposition en Côte d'Ivoire qui, tambour battant, avait annoncé cette opération de révision de la liste électorale avec beaucoup d'enthousiasme parce que justement, cette opposition-là voulait capter, je crois, le maximum justement de jeunes majeurs et elle se rend compte du fait que sur le terrain, les réalités sont tout autres. Est-ce que c'était l'opposition seule, c'est tous les partis politiques, y compris le parti au pouvoir? Je suis d'accord avec ça, mais surtout l'opposition. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'opposition veut contrebalancer aujourd'hui l'électorat en Côte d'Ivoire. On le sait, par rapport justement aux dernières élections, que l'opposition a été battue à plate couture. Je crois que son espérance aujourd'hui est beaucoup plus liée au captage en fait justement de ces jeunes électeurs-là. Mais à la pratique, l'opposition se rend compte du fait qu'elle est en train de déchanter. Voilà tout ce qui arrive. Donc aujourd'hui, il faut trouver des subterfuges du genre, il faut prolonger, etc., un délai pour que les gens puissent en fait continuer, comment on appelle ça, l'enrôlement. Mais ils savent que leurs arguments ne sont pas fondés. Quand des certificats de nationalité sont déjà donnés gratuitement, je pense que l'État, de son côté, a fait beaucoup. C'est à l'opposition, je crois, que de donner du sens, du contenu à sa mobilisation, à sa sensibilisation. Je crois que c'est ce qu'elle n'arrive pas à faire parce que je pense que jusqu'à présent, l'opposition en Côte d'Ivoire est déprimante. Alors, c'est ce que je peux dire. Si on vous comprend, le sens que vous donnez à cette demande de l'opposition, c'est son échec à mobiliser le maximum de jeunes électeurs sur la liste électorale. Oui. C'est bien cela? C'est ce que je pense. Renaud Aké, est-ce que vous voyez de la même façon
cette requête formulée par ces partis de l'opposition, le PDCI et le PPACI? Ont-ils échoué à faire inscrire le maximum de votants? Au fait, ce n'est pas le rôle des choses, des partis politiques. Il faudrait que ça vienne même des jeunes. Il faudrait que les jeunes soient intéressés à la chose politique. Et quand il dit que les requêtes ne sont pas fondées, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas fondé. Est-ce que sur les terrains, les tablettes marchent normalement? Est-ce que sur les terrains, les jeunes avaient accès facilement aux documents? C'est maintenant, à la faveur de l'enrôlement, qu'on a créé cette gratuité. Sinon, on pourrait régler ce problème en amont, c'est-à-dire depuis l'année dernière ou l'année surpassée, on devait régler ce problème de la gratuité pour que les gens aient les documents. Ce n'est pas pendant ou bien à l'orée des élections qu'on va créer une gratuité pour dire ça devient un argument politique. Qui devait régler ce problème? L'État de Côte d'Ivoire. Le problème des documents, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que ça a été fait exprès par le pouvoir en place? Non, le pouvoir n'a pas prévu. Et quand on gouverne, qu'on ne prévoit pas, c'est un problème. Donc moi, la prolongation des choses demandées par l'opposition, moi je pense que d'abord, bon, c'est une bonne proposition, mais elle ne règle pas le problème. Elle ne règle pas le problème dans la mesure pourquoi les jeunes ne vont pas se faire enrôler. Pourquoi il y a un désert dans les centres d'enrôlement. Donc ce n'est pas nécessaire. Alors si vous estimez que ça ne règle pas le problème, ce n'est pas nécessaire. Alors... Je dis ça ne règle pas le problème, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une mesure nécessaire. Le but, c'est de capter le maximum de jeunes. C'est d'attirer le maximum de jeunes à la chose électorale. Et pour ça, il faut se donner les moyens. Est-ce que la CEI se donne les moyens de captiver ou de capter le maximum de jeunes? C'est une question fondamentale. Comment la CEI devrait se donner les moyens, justement? En se donnant d'abord plus de temps, puisqu'elle ne l'a pas fait dans l'année passée ou l'année surpassée, elle doit se donner d'abord plus de temps. Et quand vous voulez régler ce problème, c'est un problème, quand vous regardez, c'est un problème de défaillance structurelle. Et pour régler cette défaillance structurelle-là, ce n'est pas avec des mesurettes. Pour l'instant, nous sommes pris par le temps parce que l'année prochaine, il y a des élections. Donc, il faut donner plus de temps pour capter plus de personnes, pour que les gens arrivent à convaincre plus de jeunes. Mais 3 semaines, c'est habituellement... Pour 4 millions de personnes, non? Habituellement, c'est ce à quoi on a été habitué. Non, habituellement, ça ne veut pas dire que non, on doit continuer sur cette lancée. D'accord, on a compris. Oui. Alors, d'abord, il faut que vous sachiez de l'autre côté que le délai, il est statutaire, en fait. C'est-à-dire que la CEI n'invente pas de délai. Tout ce que la CEI fait est arrimé à une loi qui a été prise depuis longtemps par justement les parlementaires. Et donc, 3 semaines, c'est ce qui a été légiféré. Maintenant, il peut y avoir une prolongation si toutefois on constate un engouement particulier à la chose de sorte que les gens ne puissent pas se faire tous enrôler. Mais on se rend compte du fait que, malgré tout ce temps qui leur a été imparti jusqu'à ce jour, on a 500 000 personnes sur 4 500 000 attendus. Moi, je pense que si nous gardons justement en état les agents enrôleurs, c'est encore à la limite même du gaspillage pour l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pourquoi le gaspillage? Parce qu'on paye des gens finalement à ne rien faire. Ils sont là, les jeunes ne fréquentent pas les centres d'enrôlement. Vous voulez qu'on garde ces agents-là pendant encore combien de temps? Moi, je pense qu'il faut faire très attention. C'est ma conviction comme ça. C'est que c'est l'intérêt que nous n'avons pas encore réussi à donner à la jeunesse concernant sa place dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. C'est sur cette question-là qu'il faut que nous travaillions beaucoup. De sorte que, quand les jeunes auront suffisamment compris cela, automatiquement, il crois qu'il y a un certain nombre de choses qui vont se faire. Mais ensuite, il a parlé tout à l'heure justement des pièces administratives qui, jusqu'à ce jour, ne sont pas obtenues. Mais ce n'est pas exact. Attention. On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait des élections pour s'établir un certificat de nationalité. Je suis désolé. Je crois que l'État a fait sa part. La gratuité. Cette gratuité-là. Je crois que cette gratuité, le certificat de nationalité, son établissement est gratuit. Non, c'est pas gratuit. C'est maintenant que c'est gratuit. Mais c'est gratuit. On est d'accord que c'est un fait. C'était pas gratuit au départ. Non, maintenant c'est gratuit. C'est de ça qu'on parle. Voilà, c'est gratuit présentement. Justement, voilà la part de l'État. L'État a rendu cela gratuit pour que facilement les gens aient accès justement à cette pièce-là pour aller pouvoir s'enrôler. Voilà, c'est pour les élections. Mais s'il vous plaît, justement. On ne paye pas la citoyenneté. Mais s'il vous plaît, vous imaginez un État dans lequel toutes les pièces administratives sont gratuites? Ça existe. Mais attendez, s'il vous plaît. Mais ça existe. Oui, nos États, nos économies présentement ont besoin, moi je crois, ont besoin
que ces pièces-là, quelque part par derrière, mais c'est le contribuable ivoirien qui paye. Qu'est-ce que c'est qu'une pièce administrative? Quelles sont les personnes qui contribuent à l'élaboration d'une pièce administrative? Mais voilà pourquoi il y a un coût quelque part, avec un thème de 500 ici, etc. etc. Tout ceci revient après dans les caisses de l'État. Non, mais quand le prix augmente, c'est-à-dire pour le truc, alors maintenant, on dit exceptionnellement, pour montrer aux gens que le pouvoir en place est de bonne foi, que le pouvoir en place veut que le maximum d'Ivoiriens s'enrôlent, cette pièce-là, vous l'établissez de façon gratuite. Je pense qu'il n'y a pas plus preuve de bonne foi que cela. Maintenant, à la pratique, on se rend compte du fait que les jeunes ne se mobilisent pas. Les jeunes majeurs ne se mobilisent pas. Mais à qui la faute? C'est au politique qui a besoin de ces nouveaux électeurs. Donc, si les nouveaux électeurs, vous n'arrivez pas à les convaincre déjà d'aller justement se faire enrôler, mais c'est à vous le problème. Ce n'est pas du tout à l'État. Je suis désolé. Alors, il a évoqué un problème financier. Et pour lui, si on prolonge cette opération de révision de la liste électorale, cela pourrait entraîner on va dire des dommages financiers à l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est... Comment vous voyez je ne partage pas cet avis-là. Quand on est dans un pays, quand on dit que le pays va bien, qu'il y a une croissance à 2 chiffres, on n'a pas de problème d'argent. Quand on est dans un pays où on dit l'économie se porte bien, qu'il y a du travail, nous sommes dans le plein emploi, la pauvreté a diminué, on n'a pas ce problème d'argent. Dès l'instant que vous dites qu'on va payer des gens à ne rien faire, c'est le code électoral qui donne une période. Oui. Et cette période-là, qu'il y ait 2 personnes, qu'il y ait une personne, ça ne regarde même pas le président des choses. Ce n'est pas lui qui paye, c'est les Ivoiriens qui payent. Donc il faudrait qu'ils s'asseyent, qu'ils attendent, les jeunes vont venir. Et ce n'est même pas aux partis politiques, d'abord, d'aller sensibiliser les gens. S'ils le font, c'est dans leurs intérêts. C'est pour que demain, ces jeunes puissent les élire en tant que président de la République et autres. Mais ce n'est pas dans l'intérêt supérieur de la nation. Voilà. Mais quand les jeunes vont s'inscrire sur une liste électorale, c'est parce qu'ils savent que le droit de vote est important pour eux, dans leurs intérêts d'abord. Dès l'instant que les systèmes politiques dans lesquels nous sommes ne présagent pas que le système est dans leurs intérêts, c'est tout à fait normal qu'ils ne traînent pas. Donc quand vous dites que les jeunes ne voient pas leur place dans l'espace politique, je suis d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que, regardez un peu. Pourquoi ils ne voient pas leur place? C'est le problème. Qu'est-ce qui peut expliquer que les jeunes, selon vous, ne voient pas leur place en politique? C'est très facile. Qui leur arrache cette place? Mais quand vous partez voter, quand vous partez élire un député ou un maire ou un président de la République, c'est écrit dans la Constitution que tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire, quand moi je vote là, je vous donne un mandat à vous. Et ce mandat-là, c'est pour que vous agissiez dans mon intérêt, mais en demandant moi mon avis aussi. Mais une fois qu'ils sont élus, ils sont distants vis-à-vis des populations que les ont mis en place. Raison pour laquelle les gens ne peuvent pas... Bon, moi je vous vote et puis vous prenez des décisions sans m'aviser. C'est normal que les gens s'éloignent de la politique. Et puis quand nous voyons en Côte d'Ivoire qu'il y a des influenceurs qui, derrière la caméra, disent aux jeunes de ne pas mettre les bouches en politique, d'aller chercher l'argent. On a entendu ça ici pendant 5 ans. Quand on dit aux prêtres, quand il y avait l'inflation, la vie était encore beaucoup plus chère, maintenant c'est encore cher, mais les prêtres voulaient marcher pour une meilleure qualité de vie, pour que l'inflation baisse, pour que la vie soit moins chère. On a interdit, on dit que les prêtres se taisent, qu'ils ne parlent pas dans la politique. Pourtant, les prêtres aussi peuvent booster les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans les communautés religieuses. Les prêtres peuvent booster aussi cet enrôlement-là pour dire allez vous faire enrôler parce que le droit de vote c'est important. Mais vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas aux hommes politiques ni à quelqu'un d'autre d'encourager les jeunes à aller se faire inscrire. Selon vous, cela relève du système politique actuel. De la CEI. Pour vous, c'est la CEI qui doit Non, ce n'est pas la CEI, c'est le système politique qui fait que ça ne séduit pas les gens. Il y a une impuissance politique généralisée de la société civile et des jeunes. Vous estimez que le fait que les jeunes traînent les pas pour aller se faire inscrire sur la liste électorale, cela s'explique par un mauvais système qui est mis en place actuellement. Oui, la population n'est pas assez conscientisée sur la chose politique. Je ne crois pas que le système politique ait quelque chose à voir avec tout cela. Ça, je n'y crois pas du tout.
Je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure, l'État a fait sa part. Regardez les encarts publicitaires. Les jeunes ne sont pas contents de la gestion du pouvoir actuellement. Non, mais ils ne veulent pas voter pour le pouvoir en place. Au moins, allez-y voter pour les opposants, puisque eux, ils sont appelés. Mais c'est la même chose. Comme ils le veulent. Mais c'est la même chose. Si on vote pour les opposants, ils viendront faire la même chose. C'est le système qui a un problème. Je ne dis pas les personnes. Je dis les systèmes. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous, en tant que citoyens, ce sont les personnes qui font un système. Nous devons participer aussi à la fabrique de la décision publique. D'accord. Voilà. Si on ne participe pas, c'est que bon, je ne vois pas l'intérêt d'aller voter. La sensibilisation se fait à la télévision, sur les radios. La sensibilisation même s'est faite à un moment donné par les chefs coutumiers, qui sont encore, à mon avis, beaucoup plus neutres encore que ces religieux-là. Donc, pour lesquels il faut faire très attention. Il a évoqué tout à l'heure quelque chose qui m'a un peu interpellé. C'est le fait qu'à un moment donné, on n'a pas voulu que les religieux s'impliquent dans un certain nombre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, très vite, la dérive s'installe. Très vite, la dérive s'installe. Et je pense que... Mais la dérive s'est installée partout. Non, la dérive ne s'est pas installée partout. S'il vous plaît, et donc, par rapport à cela, moi, j'ai été d'accord que très vite, on ait circonscrit justement cette sortie des religieux. Et je pense que ça nous a apporté, nous tous aujourd'hui, voilà, un relatif bonheur. Alors maintenant, concernant, comment on appelle ça, les partis politiques, c'est à eux aujourd'hui, quand l'État a fait sa place, les encarts publicitaires, vous le voyez partout dans la ville, où on demande aux jeunes, venez vous inscrire à la radio, à la télévision, mais en plus de cela, le certificat de nationalité est gratuit. Mais ça veut dire que l'État a mis en place les éléments qu'il faut. On a aujourd'hui plus de 5798 lieux où les gens peuvent aller s'enrôler. Ça veut dire que de façon structurelle, mais l'environnement est remis pour. Mais il se trouve que malgré cela, les jeunes ne se déplacent pas. Voilà pourquoi je dis, c'est à partir de là que nous devons nous interroger sur le rapport même justement de la politique à cette jeunesse-là. Comment vous faites pour que cette jeunesse-là ne s'intéresse pas à la chose politique? Et c'est là où je suis quelque peu d'accord avec lui. Mais je pense que surtout l'opposition a beaucoup à faire en fait par rapport à la jeunesse. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est vous qui avez plus à gagner finalement que le parti au pouvoir. Si on veut parler de façon politique, non de l'État, de façon politique. Le RHDP est tranquille et dans un confort aujourd'hui. Pourquoi? Oui, au niveau des législatives, ils sont majoritaires. Municipales, ils sont majoritaires. Mais ça n'avait rien dit, ça c'était l'élection passée. Le contexte a changé. Vous voulez changer les donnes. Mais c'est vous qui devez booster les jeunes. Mais les jeunes ne votent pas seulement que pour l'opposition. Justement, je suis d'accord avec vous. Mais ça veut dire que c'est vous qui devez faire ce travail-là pour que ces jeunes-là soient justement de votre côté. C'est en cela que pour moi la politique devient intéressante. Mais vous n'arrivez pas à convaincre. Pourquoi? Monsieur Traoré, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que la jeunesse constitue un électorat très important et qui est beaucoup convoité par tout le monde, qu'on soit de l'opposition et du pouvoir? Oui. Donc, quand vous dites que c'est on va dire, la démobilisation des jeunes est due quelque part à l'opposition, est-ce que votre argument est solide? Alors, regardez, vraiment. Il y a 4,5 millions de jeunes majeurs qui sont attendus. Attendez, on va rentrer un peu dans l'esprit de l'homme politique. Ceux qui sont déjà là, qui ont déjà voté, donc qui ont toutes leurs pièces, on suppose que ce sont eux qui sont allés majoritairement voter pour ceux qui sont seulement installés. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, il y a les ça, nouveaux... c'était 2020. En 2025, les contextes changent. Il y a de nouveaux majeurs, comme vous le dites. Il y a des gens qui ont pris de l'âge et qui peuvent voter maintenant. Ils sont au nombre de 4,5 millions. C'est très important. Tout le monde cherche à avoir ces 4,5 millions pour le pouvoir. Je suis d'accord. Autant l'opposition a besoin de ces 4,5 millions pour accéder au pouvoir. Autant le pouvoir a besoin pour se maintenir. C'est que vous ne me comprenez pas. Je dis, vous qui êtes en train de chercher le pouvoir, vous encore plus que les autres, vous en avez besoin. Je vous le dis, tout le monde en a besoin. Mais vous encore un peu plus parce que vous êtes à la conquête du pouvoir. Et l'ont déjà. C'est une question pragmatique, c'est la vie qui est ainsi. Lui, il l'a déjà. Moi, je n'ai pas encore. Et il y a des gens qu'on peut avoir de nouveau. C'est moi de travailler pour que ces gens-là soient avec moi. C'est ce que je dis. Mais je ne dis pas que le pouvoir en place les autres. Vous avez dit pourquoi? Parce que l'opposition aujourd'hui, moi je crois, est dans une impuissance extraordinaire. Ils n'ont même pas encore fini avec leur cuisine interne. Je comprends pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à mobiliser. Et c'est ça, moi c'est ce que je veux leur dire déjà. Quand vous parlez de cuisine interne, vous faites allusion à quoi? Oh ben, écoutez, bientôt on va en parler. Une opposition complètement saucissonnée. Vous le savez très bien. D'accord. Voilà. Okay. La question que moi je me pose, à quoi sert la carte d'électeur? Est-ce que si vous posez la question à un jeune, il va vous dire la carte d'électeur sert seulement à élire un individu. Bon, quand vous partez sur d'autres cieux, quand vous partez dans d'autres pays qui sont un peu plus démocratiques que les nôtres, non, s'il vous plaît. La carte d'électeur sert à fabriquer
la décision politique et la décision publique. C'est-à-dire, il peut prendre une décision à sa carte d'électeur pour qu'on nettoie la rue, pour qu'il y ait un aménagement du territoire. Ça se fait partout. Partout. En Allemagne, par exemple, vous prenez la carte d'électeur. En tant qu'électeur, vous pouvez élire ou vous pouvez participer à la prise d'une décision dans votre localité. Et le simple fait d'avoir une carte d'électeur en Côte d'Ivoire, c'est juste pour aller voter un individu. Mais ça ne se dit plus. On ne va pas aller faire la politique en comptant sur la vertu des individus. Ça ne marche pas. Ça n'a pas marché hier, ça ne va pas marcher aujourd'hui. Même demain, ça ne marchera pas. Simplement, les jeunes veulent participer à la prise de décision. Et cette prise de décision, tant que les jeunes n'y participent pas. Justement, voilà pourquoi on appelle les jeunes à aller se faire inscrire sur la liste électorale. Oui. Pour participer je suis à la prise de décision. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Inscrit sur la liste électorale. Monsieur Khalil, il faudrait que on soit clair. Oui. Est-ce qu'on peut en dehors de la liste électorale peut participer à la prise de décision? Je suis d'accord que les jeunes doivent s'enrôler. Je suis d'accord que tout le monde doit être sur la liste électorale. Pour moi, elle doit être forcément automatique et obligatoire. C'est-à-dire, dès tes 18 ans, tu es déjà sur la liste de facto. Ça, il n'y a pas de problème. Si le gouvernement veut, franchement, une liste de jeunes majeurs pour que les élections soient plus crédibles et transparentes ou un peu plus qui respectent les normes internationales, on doit faire ça. Le basculement automatique. Le basculement, voilà. Maintenant, après, une fois que je suis sur la liste, c'est moi qui décide si je vote ou je ne vote pas. Parce qu'après la liste électorale, on va passer au taux de participation. C'est là qu'il y a tout le problème. Est-ce que aller voter un individu séduit aujourd'hui la jeunesse? Non. Il faut mettre en place un système qui permette de participer à la décision, à la prise de décision. S'il n'y a pas ce système-là, on va discuter pour rien. Khalil, voilà. Vous dites à M. Ake, il est dans un projet, je dirais à la limite un projet de société qu'il est en train justement d'implémenter. Il est en train de voir qu'est-ce qui peut être bien pour nous, qu'est-ce qui peut être mieux. Nous, on n'est pas justement. Mais les politiciens sont aussi dans cette logique, non? Non, nous ne sommes pas dans le rêve politique. On est. C'est pas un rêve? Si c'est le rêve politique. Mais c'est juste. Vous parlez du cas de l'Allemagne. Mais attendez, mais la Côte d'Ivoire n'est pas l'Allemagne. Et je vous en prie, le modèle que nous avons, le modèle politique que nous avons présentement en Côte d'Ivoire, que moi je considère comme étant une démocratie. Non. Parce que la démocratie. En quoi c'est une démocratie? C'est une démocratie parce qu'on vote en Côte d'Ivoire. Non, mais la démocratie ne se résume pas à un vote. Je suis désolé, le vote même, c'est même pas démocratique. Le vote n'est pas démocratique? Non, mais je suis désolé, voter l'individu n'est pas démocratique. Permettez-moi de vous on a des institutions qui existent en Côte d'Ivoire et qui nous permettent de dire, jusqu'à preuve du contraire, que la Côte d'Ivoire aujourd'hui pratique la démocratie. Alors, maintenant, peut-être que vous rêvez d'une société anarchique, sinon, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a des parlementaires, on a justement des élus, comment on appelle ça dans les municipalités, on a, comment on appelle cela, comment on appelle comment on appelle une CEI. Je pense que tous ces éléments-là me confortent dans le fait qu'il y a une capacité qu'on a donnée aujourd'hui aux citoyens de donner sa voix, de dire sa volonté. Et donner sa voix à un individu, non pas sa voix à quelque chose. Un individu un projet de société, un programme de gestion. Monsieur, s'il vous plaît, on va s'écouter pour qu'on puisse comprendre vos différentes opinions sur les questions. Alors, monsieur Traoré, vous qui ne trouvez pas nécessaire que le délai de la révision soit prolongé, est-ce qu'il ne le faut pas pour avoir une meilleure représentativité? Une histoire de bon sens. Non, moi je ne dis pas que ce soit mauvais ou pas. Est-ce qu'au nom de la représentativité, il ne faudrait pas prolonger justement je dis que la prolongation aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer là, ne peut pas non plus nous garantir qu'il puisse avoir une captation plus importante des électeurs. Rien ne nous le garantit aujourd'hui. Non, rien ne le garantit, monsieur. Non, mais si d'ici une semaine, d'autres personnes aussi s'engagent, alors, mais ce sera fortement plus nombreux aujourd'hui. Alors, il faut plutôt, selon le président du PDCI, Tidjane Thiam, qui était en tournée à Yopougon la semaine passée, il a fait un constat, selon lui, les gens se mobilisent. Les gens se mobilisent. Vu que les gens sont en train de se mobiliser et que nous sommes à quelques jours de la fin de l'opération, il faut prolonger. Si on prolonge, avec le constat que lui il fait, c'est évident qu'on ait une bonne captation. Mais je vous dis ceci. Dans les textes de la CEI, la prolongation a toujours été prévue. Nous sommes dans un pays qui est géré par des technocrates.
Ça a toujours été... Seulement l'opposition voulait, à la limite, qu'on étende la prolongation sur presque une année, 6 mois. On leur dit, écoutez, on ne peut pas étendre vitam aeternam une élection, un enrôlement, parce qu'autrement, vous risquez tout le monde de créer encore une inflation budgétaire à un moment donné. Parce que inflation budgétaire? Si, monsieur, mais non, alors ça, inflation budgétaire, justement, parlant de la période qu'il faut pour le prolongement, il y a le PPACI qui demande un prolongement encore sur une période de 3 mois. Non, mais je dis, le fait de prolonger, c'est une mesurette. Elle sera bienvenue. Il n'y a pas de problème. Oui. Parce que ça va capter encore d'autres personnes. Ça va donner le temps aux partis politiques. Mais jusqu'à 3 mois. Jusqu'à 3 mois. Non, attendez. Ça va donner le temps. Justement, c'est raisonnable. Ça va donner le temps aux partis politiques, au gouvernement et à la CEI de trouver les bons moyens d'attirer encore les jeunes. Ça, c'est du bon sens. Se donner le temps pour mieux faire, c'est mieux que d'être pressé 10 jours pour 4 millions. Est-ce que c'est vous l'évaluez par rapport à quoi? Moi, ma préoccupation, c'est si... Attendez, vous avez parlé, laissez-moi m'exprimer. Attendez, laissez-moi, je vais répondre sagement. Quand le président de la CEI a fait à cheval sur 2 ans, c'était statutaire aussi? Non. Il a pris une décision, parce qu'on dit commission électorale indépendante. Donc les décisions qui sont prises aussi, souvent, ça relève de la souveraineté aussi de la CEI. La CEI peut prendre des décisions souveraines parce qu'elle est indépendante. Donc, de manière souveraine, il a fait à cheval sur 2 ans. Quand tu prends cette décision de manière unilatérale, à cheval sur 2 ans, mais il faut être aussi d'avis aussi que les autres aussi pensent. Autrement dit, bon, donne-nous 3 mois ou donne-nous 4 mois pour trouver les voies et moyens pour captiver aussi des jeunes. C'est dans l'intérêt commun, c'est dans l'intérêt du RHGP, et du PDCI, et du FPI, et du PPACI. Oui. Ce n'est pas dans l'intérêt d'un seul parti politique. Dans ce cas, pourquoi on voit le problème? Très bien. L'effet pervers, il n'y a pas d'effet pervers, c'est du bon sens. L'effet pervers, c'est quoi? Si vous estimez aujourd'hui, en entendant un certain nombre justement de vos militants, nous voyons venir. Parce que le PPACI, on le sait en gros. Bon, moi, je ne suis pas du PPACI. Non, je ne le dis pas. Voilà. Mais c'est un débat intellectuel. Voilà. Tout ce débat, c'est autour de la réinstauration de M. Gbagbo sur la liste électorale. Et tant que ce n'est pas fait, je vous le garantis, ils vont chercher des prolongations à n'en point finir. Jusqu'à ce que, dans les négociations politiques, ils puissent obtenir gain de cause. Voilà ce que moi je crois. Bien. Est-ce que vous pensez que la CEI va entendre cette requête? Mais le dernier communiqué du gouvernement a été très clair. Cela ne dépend pas de la CEI. Il faut expliquer aux Ivoiriens... Ça dépend de la CEI. Pas du tout. On peut l'expliquer. La CEI ne fait que justement exécuter des décisions du ministère de la Justice. Non, c'est qu'elle n'est pas indépendante. Monsieur Aké, s'il vous plaît, on va l'écouter après. Non, je l'écoute, mais... Voilà. Vous pensez que peut-être l'indépendance est de tomber du ciel, mais nous, on va vous dire l'indépendance, c'est l'exercice dans un cadre de loi. C'est ça l'indépendance. C'est par qui? La loi vous dit, pour que... Mais les textes de la CEI sont clairs. Pour que tu sois sur la liste électorale, il faut jouir, par exemple, de tous tes droits. Est-ce que vous le savez? Oui. Très bien. Attendez d'abord. Alors, si nous mettons même sur la liste électorale quelqu'un, pour jouir de ses droits, qu'est-ce qui le prouve? Qu'est-ce qui prouve que tel citoyen jouit de ses droits? C'est la justice. Et donc, laquelle de justice? Laquelle de justice? Bon, prenez la Cour africaine de justice. Attendez, vous avez parlé, vous écoutez. Je vous pose une question. Je vais vous relancer. La Cour africaine de justice a pris une décision pour dire qu'il fallait qu'on réinscrive le nom de Gbagbo sur la liste. La Cour africaine de justice est supérieure à notre justice en Côte d'Ivoire. Non, elle est supérieure. Donc, la CEI peut utiliser la décision de la Cour africaine de justice pour dire, moi, en tant que structure indépendante, en tant que commission électorale indépendante, je mets en valeur la décision de la Cour africaine de justice et j'inscris le nom. Oui. Et j'inscris le nom de Gbagbo. Elle peut se prévaloir de cette décision-là et inscrire parce qu'elle est indépendante vis-à-vis de l'État. Sinon, expliquez-nous en quoi elle est indépendante. Dans ce cas, elle dépend dans ce cas alors de la Cour de justice africaine, c'est ça? Non, elle dépend de la décision. Non pas de la Cour, mais de la décision. Parce que elle est plus indépendante alors. Non.
faut regarder, parce qu'il y a un cadre légal. Le cadre légal, c'est la décision de justice. C'est-à-dire ceux qui jugent là, de leurs droits civils, c'est une décision de justice. Alors, donc la décision de justice là, elle la regarde et elle prend elle-même sa propre décision. Je vais éclairer la lanterne donc, le cas de Bako est tellement simple, c'est la CEI qui peut régler. Non, pas du tout. Je vais éclairer la lanterne en fait de nos juristes de l'autre côté. Pour qu'une loi internationale s'applique dans un pays, il faut que le mécanisme judiciaire de ce pays-là, on prenne à l'intérieur des décisions pour le favoriser. Non, ça c'est s'il te plaît, s'il te plaît. Qu'est-ce que l'ONU n'a pas pris quelle décision contre l'Israël? Ça a été appliqué une seule fois? Non, je pas vous du tout, écoute. parce que la juridiction de l'État d'Israël n'a pas justement intégré ces lois-là. Non, elle a refusé. Vous ne pouvez pas l'appliquer. Non, elle a refusé, c'est différent. Si mon pays n'applique pas une décision, ne crée pas un cadre pour que moi, cette décision à l'international, je l'applique, moi, je ne prendrai jamais la responsabilité. Bon, je peux vous poser une question. D'accord, monsieur, on va progresser pour s'intéresser au deuxième sujet de cette émission. Il s'agit du congrès ordinaire du FPI qui a démarré ce vendredi même pour s'achever demain samedi 9 novembre du côté de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. L'attraction principale de ce congrès, c'est bien sûr l'élection du nouveau président du Front populaire ivoirien et la désignation de son candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Deux candidats sont en lice. Pascal Affi N'Guessan, l'actuel président, et Pierre Dabo Godé, ex-vice-président du parti. Messieurs, comment vous analysez chacun ce congrès? Merci pour la question. Ce congrès, pour moi, il est entaché déjà par cette affaire de justice qui les a opposés, M. Godé et M. Affi. Godé qui a été débouté. Mais le pouvoir est important que les causes maintenant. La cause du FPI, pour moi, c'est quoi? La cohésion. Quand ils sont allés faire le partenariat avec le RHDP, ils ont parlé de cohésion, ils ont parlé de réconciliation, de paix. Mais on se rend compte qu'à l'intérieur même de leur parti, ils ne pratiquent pas cette cohésion. Ils ne pratiquent même pas même cette réconciliation et même cette paix. Donc, ce congrès, ils vont au congrès avec cette tâche-là de la justice qui met en mal déjà même le parti. Mais Affi N'Guessan qui gagne son procès, si on peut dire ça ici, qui va sortir un peu renforcé dans le congrès au sein de son parti, mais dans l'ensemble, le FPI est affaibli parce que ça jette un discrédit sur l'appareil politique. Donc moi, je dirais que le FPI aujourd'hui, on a l'impression que c'est un parti qui se bat pour exister politiquement et qui se bat qui ont des projets d'obtenir des postes, soit être encore dans les sillons politiques pour plaire à tel, pour pouvoir être dans les grâces de tel. Mais si c'était le cas, ils allaient rester au RHDP. Comment? Si c'était ce cas, c'est-à-dire cette volonté d'avoir des intérêts politiques, d'avoir des postes politiques, ils sont sortis parce que M. Affi N'Guessan ne voit pas son compte. Voilà, ils ne sont pas sortis parce que c'était une décision de manière unanime. Ils sont sortis parce que Affi N'Guessan ne voit pas son compte. Donc quand il ne voit pas son compte, en tant que président, il a pris une décision. Et je pense que c'est le fait de prendre cette décision que M. Godé n'a pas aimé et qui a dit, bon, voilà un monsieur qui prend lui seul toutes les décisions. Pourtant, nous sommes dans un appareil politique où il y a des tendances. Parlant de Godé, il avait signé le parti en justice. Il a été débouté. On a la présence, la création d'un nouveau courant au sein du FPI. Monsieur Traoré, est-ce que le FPI dans ce congrès va se diviser davantage ou ça sera l'occasion de resserrer les rangs? Bon, il a plus ou moins dit. Je crois que Affi N'Guessan se cherche. Son manque de visibilité politique est en train de jouer de sale tour. C'est comme ça que je vais commencer. Affi N'Guessan, moi je pense qu'il n'a jamais pu véritablement être très très clair dans sa ligne politique. Il est dans une sorte de valse politique et c'est ce qui est en train de faire qu'à l'intérieur aujourd'hui de son parti, il rencontre pas mal de difficultés. Affi part du FPI traditionnel, aujourd'hui devenu PPACI, il fait son parti. À un moment donné,
un parti de gauche que nous connaissons très bien, qui se retrouve dans un partenariat avec un parti de droite. Après, il estime que les comptes, en fait, ne sont pas du tout bons parce que ses rêves n'ont pas été atteints. Il fait un rétropétalage et puis à l'intérieur de son parti, des gens lui disent « Mais attention, M. Afi. » Il va dans tous les sens. Nous sommes allés avec vous, on avait des projets communs, on se rend compte du fait que vous êtes en train de faire cavalier seul. Ici à Kassangari, Diabaté Bé, je vous dis Dago Godé, toutes ces personnes aujourd'hui, ce sont des voix discordantes de toute la vision d'Afi N'Guessan au sein du parti du FPI. Heureusement qu'ils nous disent, ils ne partent pas du FPI. Ici à Kassangari l'a dit, ils y sont pour en fait un autre courant. Je pense que, à la limite, la cote en fait d'Afi est en train de prendre un coup, véritablement. Et c'est ce qui explique qu'il ait perdu justement la présidence, comment on appelle ça, régionale au niveau du Moronou. Parce que les militants FPI là-bas n'ont pas du tout compris finalement quel est le message que Afi voulait envoyer à ses électeurs. Je crois qu'il gagnerait. Mais le message est clair. Non, il gagnerait à être le plus clair possible parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'il veut, Afi N'Guessan. On ne sait plus qu'est-ce qu'il veut. Bon, ils vont à un congrès, ils vont à une convention pour élire le président du parti. Probablement, ce sera lui. Ça, c'est ma conviction. Ensuite, il va être le candidat. Oui, je pense que ce sera lui. C'est ma conviction. Je pense que ce sera lui. Ensuite, il va avoir un candidat au présidentiel. Ils l'ont toujours dit. Le FPI aura son candidat au présidentiel. Et si vous regardez très bien ce qu'il est en train de faire, depuis un moment, il est encore en train de lorgner du côté du PPAC. Et c'est pour cette raison, la dernière déclaration de Simone Gbagbo, ils y étaient, mais ils n'ont pas signé. Donc, il est dans un jeu, je ne sais pas si vous comprenez un peu, et il ne comprend pas l'opinion nationale en Côte d'Ivoire. Je le dis, la culture ivoirienne est différente de la culture française. C'est en France, les gens jouent comme ça sur de petits détails, et puis peut-être ça marche. Mais nous, on veut voir clair. Il faut que donc Afi soit en phase avec l'opinion nationale, une opinion bâtie sur une culture. Et cette culture, elle se veut franche et claire. Tant que Afi ne sera pas clair, je pense que Afi aura toujours des problèmes. Alors, je voudrais qu'on se prononce un peu sur le positionnement du FPI par rapport à ses rivaux. Je vais parler du RHTP, le PDCI, le PPACI, en matière de préparation électorale et de stratégie d'influence. Comment se positionne le FPI, selon vous, par rapport aux autres partis politiques? Le FPI ne pèse plus rien. Parce qu'il a été vidé même de sa substance. Il n'y a pas de lisibilité, comme je viens de le dire, il n'y a pas de lisibilité même dans leur démarche ou dans leur ambition. Tout ce qu'on voit, quand il a parlé les gens ne comprenaient pas très bien le partenariat ou les démarches de la FPI. C'est clair qu'ils se cherchent en politique. Donc, ils trouvent des voies et moyens, ils cherchent des branches où s'accrocher. Donc, son positionnement aujourd'hui est ambigu dans la mesure où vous savez, les partis politiques portent en eux les gemmes de la division. Quand on parle de courant dans un parti politique, ça veut dire qu'il y a une ligne du parti qui ne marche pas. Tout le monde n'a pas la même vision. Donc, visiblement, les gens se divisent soit parce que quelque chose n'a pas marché, ou soit parce que quelqu'un veut prendre le pouvoir. Et quand M. Afi N'Guessan veut garder toujours son poste, pourtant il parle d'alternance au pouvoir, mais qu'ils comprennent aussi qu'au sein de son parti, il y a d'autres aussi qui veulent être le président, qui veulent être président des choses du FPI. Mais il veut forcément s'imposer en tant que président. Pourtant, sa cote a pris un coup du fait de son partenariat. Et s'il veut changer encore, ça va encore écorcher et il n'aura pas du poids en allant vers l'opposition. Même, on dirait même Blé Goudé a plus de poids même aujourd'hui que les FPI. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que sa cote a pris un coup du fait du partenariat avec le RHTP? C'est ce qui a fait baisser sa cote ou c'était déjà fait bien avant le partenariat? Ou bien est-ce que vous estimez qu'il voulait plutôt se saisir, profiter du partenariat pour se relancer politiquement? Oui, bon. Afi N'Guessan, c'est un calculateur politique, c'est clair. Il a fait un partenariat parce qu'il s'attendait à ce que justement à travers ce partenariat. Et il a eu quelques gains. Parce que je pense qu'il y a certains de ses militants qui sont aujourd'hui dans les conseils. Les conseils municipaux, les conseils régionaux, tout cela. Donc, il y a eu quelques gains. Donc, je me dis, peut-être qu'il voulait plus que cela. Et le fait qu'il veuille plus que cela et qu'il ne l'a pas obtenu, notamment, je pense que ce qui l'a le plus déprimé, moi je pense, la frustré, excusez-moi l'expression, ce qui l'a le plus frustré, c'est le fait qu'il ait perdu
la présidente du conseil régional en fait du Burundi. Je pense que ça, ça l'a marqué. Mais après, les gens nous l'expliquent. Hein. Ce n'est pas plus la faute du RHDP qui l'accuse que lui-même sa faute. Hein. C'est cette lisibilité que les gens n'ont pas toujours perçue qui l'explique. Mais Afi a un autre problème, c'est que les caciques du FPI qui sont restés avec lui, quand tu parles de Isaka Sangaré, même ce Dago Godé, mais c'est des gens qui pèsent au niveau de son parti. Je pense qu'il gagnerait ces personnes-là à discuter avec ces personnes-là, à faire bloc avec ces personnes, que de laisser ces personnes-là, à la limite, développer un courant qui risque davantage de le fragiliser. Qu'est-ce qu'eux lui reprochent? Ils lui reprochent d'avoir rompu le partenariat sans leur avis. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là veulent vraiment d'un dialogue? Si on veut d'un dialogue, alors pourquoi on va créer un courant? Il faut dialoguer. Bon, on a démocratie aussi, on vous le dira comme ça. Heureusement qu'ils disent qu'ils ne partent pas du parti. Ça veut dire qu'ils sont encore là. Si on crée un dialogue, un courant, est-ce qu'on ne creuse pas davantage ce fossé-là entre nous, différents cadres du parti? Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je le dis peut-être que oui, peut-être que non. Dialoguer d'abord, de dialoguer sur une longue période. Mais le dialogue ne règle pas les problèmes. Mais attends. Dialoguer, c'est un argument, mais ça ne règle pas les problèmes. Le problème à AFI, c'est que AFI veut exister politiquement. Les autres aussi veulent exister politiquement. Ils ont eu dans un partenariat des gains qu'ils ne veulent pas perdre. Le simple fait de quitter le RHDP, mais vous perdez tous vos gains. Ça, faut aller s'allier à l'opposition, qui eux aussi veulent le pouvoir, mais est-ce qu'ils seront prêts à partager avec un FPI qui a déjà trempé dans les draps des choses du RHDP? D'accord. Voilà. En tout cas, le Congrès, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Le Congrès le dira, mais je pense que si AFI, ça c'est ma conviction, s'il était resté dans le partenariat, je pense qu'il a été trop vite, il allait trop vite en besogne. S'il était resté dans le partenariat, je pense qu'il gagnerait encore plus que ce qu'il attend présentement. D'accord. Le congrès du FPI, c'est du 8 au 9 novembre. Donc, ça a démarré aujourd'hui, vendredi. Ça prend fin demain, samedi. À l'issue de ce congrès, on saura les résolutions qui ont été prises et on saura qui préside désormais à la tête du Front populaire ivoirien. Alors, messieurs, nous allons quitter la Côte d'Ivoire et nous retrouver du côté des États-Unis d'Amérique pour évoquer la présidentielle du 5 novembre dernier où Donald Trump a réussi à déjouer tous les pronostics. Il a remporté l'élection présidentielle devant Kamala Harris qui portait l'étendard du camp démocrate avec plus de 270 grands électeurs. C'était la majorité qu'il fallait. Le magnat de 78 ans signe ainsi son comeback à la Maison-Blanche et devient ainsi le 47e président du pays de l'ensemble. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Bon, il a été président, félicitations à lui, puisqu'il arrive à déjouer tous les pronostics. Moi aussi, j'espérais qu'il gagne. Bon, c'est fait. Pourquoi? Parce que, voilà, il ne faut pas perdre les choses de vue. Quand Donald Trump vient être président des États-Unis, il vient être le président pour les intérêts des Américains. Non pas pour d'autres choses, mais pour l'intérêt des Américains. Mais moi, j'ai voulu qu'il soit président parce que pour la guerre en Ukraine. Parce que l'Ukraine, c'est un pays que je connais bien, pour avoir fait pratiquement toute ma jeunesse là-bas. Et quand je vois un pays un peu déchiré par la guerre, pourtant il faisait bon vivre dans ce pays, ça fait un peu mal. Et Donald Trump, qui avait promis pendant les campagnes qu'il arrêterait la guerre. En 24 heures. En 24 heures, ce n'est pas réaliste. Mais le simple fait qu'ils le disent déjà, ça donne une lueur d'espoir pour les populations qui souffrent actuellement en Ukraine. Et si la guerre peut s'arrêter, pour moi, c'est une bonne chose. Maintenant, après, il va falloir voir sa position sur le plan international, c'est-à-dire par rapport à l'OTAN, parce que l'OTAN aussi a des objectifs. Est-ce que la vision de l'OTAN sera celle de Donald Trump? Si c'est celle de Donald Trump, on va retourner encore dans un autre problème. Peut-être ce ne sera pas l'Ukraine, ce sera peut-être demain la Moldavie, mais la Biélorussie. Qui sait? Maintenant, il y a le problème économique où vous avez les BRICS qui commencent à échanger dans leur monnaie locale, ce qui n'est pas l'avantage des États-Unis. Quelle sera la position
de Donald Trump sur la dédollarisation de l'économie mondiale. C'est très important parce que les gens ne disent pas assez. Sur le plan économique, les Américains remboursent les dettes du fait de la fluctuation de la monnaie, du dollar. Donc, les Américains peuvent s'endetter comme ils veulent, mais ils ne vont pas rembourser parce que ça ne leur coûte rien. Maintenant, est-ce que lui, en tant que président des États-Unis, qui doit défendre les intérêts des États-Unis, est-ce qu'il va accepter qu'aujourd'hui, dans le commerce international, il y ait les gens commercent dans leur monnaie? Alors, c'est Donald Trump qui a connu des ennuis judiciaires, qui a été traité on va dire de tous les noms par certains médias. On l'a présenté comme un misogyne, on l'a présenté comme un suprémaciste blanc. Comment est-ce que vous expliquez sa victoire en dépit de tous ces, je veux dire, stéréotypes ou clichés qu'on lui a... Les étiquettes qu'on lui a... Ces étiquettes ou tous ces qualificatifs. Oui, il faut dire bravo à Trump. Bravo à Trump. Moi, je crois que c'est la résilience d'un homme que moi j'ai vu. C'est la détermination d'un homme, c'est le combat d'un homme que moi j'ai vu. Et par rapport à ce caractère déjà qu'il a, il est séduisant. Parce que quand on mesure en fait toutes les attaques dont il a été victime, tout le temps de Joe Biden, des procès, etc., des accusations à n'en point finir, jusqu'à ce qu'on rentre dans sa vie privée. Et ce monsieur-là a été capable de renverser comme ça la situation. Je dis bravo à Trump, vraiment bravo à Trump. Mais en même temps, pour nous autres, en fait, qui sommes en train de nous essayer au journalisme et autres, la presse occidentale nous a trompés. Je crois que les médias occidentaux, pour la plupart, étaient des anti-Trump, en fait. Pourquoi? Parce que Trump, quand vous regardez sa ligne, il n'est pas favorable à ce que les États-Unis continuent d'être le gendarme de tout le monde. C'est ça la vérité. Ouais, d'accord. Trump ne veut plus que, justement, l'Amérique continue de protéger les États européens. Pas du tout. Il veut que chaque État puisse organiser sa propre protection. Et je pense que les Européens voient d'un très mauvais œil, ils ont vu d'un très mauvais œil l'arrivée en fait de Trump. Donc tout ce temps, il y a eu toute une communication en sa défaveur. Mais aujourd'hui, les Américains viennent de démontrer par A plus B que la réalité, la souche américaine, la population américaine disent que c'est Trump que nous voulons. Donc c'est son attitude nationaliste qui a joué en sa faveur. Non, mais ce n'est pas les Américains qui votent le président de la République, ce sont les grands électeurs. Oui. C'est différent. Mais Trump, pour la première fois dans l'histoire... c'est l'Amérique. Non, pour la première fois... Non, il a remporté le Sénat. Le Sénat, il a remporté la Chambre des représentants et même le vote populaire, Trump l'a aussi remporté. C'est pourquoi je parle ici. Le vote populaire l'a remporté. Donc c'est la première fois qu'un chef d'État va se retrouver aux États-Unis avec tous ces pouvoirs-là entre ses mains, comme pour nous dire que les Américains effectivement veulent de Trump en fait. Mais pourquoi? Parce qu'à la réalité, c'est un rejet de l'économie américaine, ce qu'on ne nous dit pas, était en perte de vitesse depuis Joe Biden. En perte de vitesse. Et on raconte même qu'il y a un détricotage, en fait, justement, de tout le poids, justement, de l'économie américaine. Joe Biden, hier, dans un discours, il a dit que sa gouvernance, sa présidence a été extraordinaire. C'est ce qu'il va dire. C'est ce qu'il va dire. Il dit avoir fait le travail. Et mieux, vous allez voir, les valeurs que Trump défendait, ce sont les valeurs que nous retrouvons beaucoup plus, en fait, dans ce qu'on appelait, en gros, l'Amérique rurale, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est Amérique avec les ouvriers, tout cela, Trump a réussi à capter justement cet électorat par un discours réaliste. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'emploi parce que justement les accords commerciaux qui ont été signés avec la Chine vous défavorisent. Clair. Et donc les Américains finalement donnent leur destin à Trump parce qu'il est vraiment pour, on dit que refaire de l'Amérique cette grande Amérique. La question est de savoir, est-ce qu'il y parviendra en 4 ans? Est-ce que relever l'économie... Si on vous pose cette question, comment vous répondez? Non, mais je dis, c'est carrément impossible. Pourquoi? C'est carrément impossible parce que l'Amérique s'est construite sur le travail, le dur labeur des autres. L'Amérique s'est construite sur un système qui était en sa faveur. Maintenant que le système change, regardez même à l'ONU, on remet en cause le système politique, le système de l'ONU, parce que l'ONU n'arrive même pas d'abord à régler les problèmes. Tout à l'heure, il a parlé de choses d'Israël où les résolutions de l'ONU ne sont pas respectées par Israël. Voilà, ce n'est pas que la juridiction israélienne
ne respecte pas, n'est pas en adéquation avec les résolutions, jusqu'elle ne respecte pas l'ONU. Personne ne respecte les décisions de l'ONU. Poutine est poursuivi par la Cour pénale internationale. Mais qui respecte ces décisions? Personne. Pourquoi? Maintenant, qui viendra faire la police? C'est parce que le système ne marche pas. Et comme ça ne marche pas, les Américains, eux, en grande domination, tellement ils étaient habitués à dominer sur d'autres nations, aujourd'hui, se rendent compte qu'il y a d'autres formations, il y a d'autres pays qui s'élèvent comme l'Inde, comme la Russie, comme la Chine, pour les tenir tête. Est-ce que Donald Trump, même en 8 ans, c'est-à-dire en 8 ans de gouvernance, est-ce qu'il pourra renverser la tendance? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'ils ont grandi, ils se sont forgés, ils se sont développés sur des fondements, sur le labeur d'autres pays. Dans l'ouverture alors? Donc cette ouverture aujourd'hui ne favorise ni l'Europe, parce qu'elle manque de matières premières, elle manque de ressources, même des ressources humaines, parce que la population diminue. Et les Américains qui devaient les protéger, eux, aujourd'hui sont dans des difficultés. Donc les Américains aussi disent, commencez à vous débrouiller vous-même, parce que moi aussi, avec la dédollarisation qui commence, c'est un gros problème pour les États-Unis. Bon, donc moi je ne pense pas que Trump va venir avec une politique où American First, où l'Amérique sera devant, mais il n'aura plus cette cote, il ne fera plus peur, l'Amérique ne fait plus peur comme avant. Parce qu'aujourd'hui, les BRICS aussi ont créé ce rapport de force-là. D'accord. Alors, monsieur, est-ce que la victoire de Donald Trump peut s'expliquer aussi par le fait que son adversaire Kamala Harris est arrivé un peu tardivement dans la course à la présidence? Parce que Joe Biden a pris du temps quand même à se prononcer, clairement à se décider. Elle a juste eu, on va dire, quelques semaines ou 1 ou 2 mois pour compétir. Est-ce que cela aussi n'a pas été à l'avantage? Peut-être, vous savez que cet intellectualisme après coup, on le sait. En général, quand ça ne va pas, les gens maintenant commencent à justifier. Mais en fait, Kamala Harris, c'est vrai, elle prend justement la campagne à mi-chemin. C'est comme en Côte d'Ivoire en 2010, on a dit après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, il faut Ouattara parce que quelqu'un ne peut pas en 4 mois, 6 mois. Non, ça c'est de la politique. Voilà. D'accord. Kamala Harris, en fait, elle a. Comment vous voyez son avenir politique? Elle a misé sur en fait le vote des minorités. Malheureusement, le vote des minorités, elle n'a pas non plus gain de cause là-bas. Ensuite, alors la thématique en fait qu'elles avaient par rapport justement à la crise aujourd'hui qu'on a avec Israël et le Hezbollah et Gaza, etc. Mais ça l'a aussi desservi quelque part parce que l'administration Joe Biden a été pour beaucoup dans chaque fois justement le financement d'Israël par derrière, l'armement d'Israël par derrière. Ce qui fait que les minorités même en fait arabophones et autres là n'ont pas du tout suivi non plus Kamala Harris. Non, en fait elle a été défavorisée sur plusieurs angles, mais bon. Ce que les gens aussi disent par derrière, à la réalité aussi en tant que femme, est-ce que cette Amérique-là que nous savons traditionnelle, que nous savons, voilà, était vraiment prête à accepter une femme aussi comme présidente? C'est aussi des interrogations qui sont pendantes. Maintenant, on attendra de voir la suite. Quelles conséquences de cette victoire de Donald Trump sur l'Afrique, selon vous? Bon, ça me fait rire. Que Donald Trump soit le président ou que soit Kamala Harris soit la présidente, ça ne va pas changer grand-chose à l'Afrique. La politique américaine reste la politique américaine. Et pour les Européens, pour ceux qui n'ont jamais voyagé ou pour ceux qui ne suivent pas trop l'actualité internationale, les Européens, pour les caricaturer, voient l'Afrique comme un sous-continent, voient les hommes comme des sous-hommes. On ne va pas se cacher, on ne va pas se mentir. C'est vrai. Et la politique américaine qui sera peut-être pratiquée par Donald Trump ne sera pas différente de ce que Kamala Harris aurait fait ou ce que Joe Biden fait. Non. Mais ce que j'aimerais dire par rapport à la question que vous avez posée, le fait, est-ce que les Américains sont prêts même à accepter une femme à la tête de l'État? C'est un vrai problème là-bas. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un vrai problème. Est-ce que c'est comme si vous dites une femme devient présidente de la Russie? C'est quelque chose qui ne semble pas encore dans l'esprit des gens. C'est la même chose aussi pour les États-Unis. Et le simple fait qu'il y a la guerre dans le Moyen-Orient, ça a desservi aussi, comme il a dit,
camarade Harris, parce que l'Amérique fait la politique de l'autruche dans cette zone. C'est du 2 poids 2 mesures. Tantôt on est avec Israël, tantôt non, on est contre les bombardements. Il y a des morts d'enfants. L'Amérique ne condamne pas. Tout le monde est étonné. Est-ce que vous êtes là vraiment pour les droits de l'homme? La position des Américains est vraiment ambiguë dans cette zone-là. Et quand nous voyons aussi avec l'Iran, quand Israël bombarde ou quand Israël tue, l'Amérique s'était et l'Iran, la politique avec l'Iran aussi, ça devient quelque chose, puisque nous voyons que la Russie est un allié de l'Iran. Donc c'est toute cette zone-là, cette cacophonie-là qui a desservi aussi camarade Harris, j'ai envie de dire. Oui, pour terminer, quelles conséquences c'est sûr que déjà, pendant la campagne, vous allez voir, l'Afrique n'a pas été évoquée, ni par Kamala, ni par Trump. L'Afrique n'a pas été évoquée lors de leur campagne. Ça veut dire qu'en fait, nous, on nous ignore royalement. En réalité, notre poids, et c'est pour cette raison que je suis d'accord avec lui, il va falloir que nous définissions, nous-mêmes les Africains, notre poids par rapport aux autres pour qu'on puisse exister pour eux. Mais je sais par contre qu'il y a une loi qu'on appelle la loi AGOA, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui permet en fait à des produits africains de rentrer sur le territoire américain sans que ces produits-là ne soient taxés. Comme si en fait, on veut nous accorder certaines faveurs autour d'un certain nombre de nos produits. Nous, sur le plan économique, cela nous arrange quelque part. Mais il y a quelque chose aussi qui doit nous inquiéter. C'est que Donald Trump, il est anti-écologiste. C'est-à-dire qu'il ne croit pas à toute la science sur le réchauffement climatique. Ce qui fait que tous les moyens qui ont été jusqu'à ce jour déployés pour pouvoir atténuer l'effet justement du changement climatique, ce n'est pas très sûr que l'Amérique continue avec Trump sur ça. Et donc, les peuples africains que nous sommes, qui sommes aujourd'hui victimes, comme vous l'avez constaté dans pas mal de pays des inondations, de ce changement climatique-là, on craint aussi pour nous. Parce que si on abandonne l'aide, etc., et avec toute la logistique qui va avec, mais à quelle sauce pour dire comme ça, comme les Ivoiriens nous seront mangés? Et donc, il y a aussi cette inquiétude-là que nous avons par rapport à cela. Mais je le dis toujours, il reviendra à chacun à un moment donné de se défendre soi-même que d'attendre tous les autres. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous les deux. Renaud Aké, Traoré Sidney Sidiki, merci à tous d'avoir été avec nous. Merci. Ce vendredi 8 novembre 2024 pour décortiquer ces sujets qui ont dominé l'actualité en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à la réalisation. À très bientôt. Allez, merci beaucoup.